to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. À la base, c'est un Italo-américain qui chante sur cette chanson. Eh oui, et pas n'importe qui non plus, hein. C'est Monsieur Dean Martin qui la chante, oui, parce Dean que là, c'est Martin. Bruno Podalides, hein. C'est autre chose, c'est différent. Mais Qui s'appelle Dino Crocetti. exactement. Son vrai nom, Et ben voilà, allez, direct, on installe la thématique de cette émission. Je suis très, très, très content pour beaucoup de raisons d'avoir Régis Dubois ici aujourd'hui chez Microciné. Bah, tout simplement, déjà, premièrement, parce qu'il y a un livre qu'il a écrit, parce qu'il est écrivain de cinéma. Le livre s'intitule Les Italo-Américains à l'écran, de Scarface au Soprano. Alors, c'est un livre qui a été coécrit voilà, par Régis Dubois et Dorian Oliva. Ça, on va en parler aussi. Je montre quand même la couverture avec Monsieur Al Pacino. C'est édité chez nos amis de Leitmotiv, donc je remercie Jean-François Jeunet pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Deuxième raison pour laquelle je suis très content, parce que ça fait un certain temps que je suis Monsieur Dubois. Il était passé chez mes amis, mes camarades, mes anciens potes, enfin mes vieux potes plutôt de chez Cureil, où il avait parlé de Spike Lee il y a 3 ans. Donc je vous invite à regarder aussi cette émission, tout est dans le descriptif de la vidéo, ainsi que le lien qui renvoie à la page dédiée du livre sur le site de Leitmotiv. Et troisième thématique, c'est parce que je prolonge une espèce de conversation entre parenthèses sur ce sujet-là. Il y a 2 semaines, je parlais avec Ludovic Girard, qui a écrit un bouquin sur Al Pacino. Et donc là, on est vraiment dedans et c'est très intéressant. Et on va en parler aussi. Donc, merci beaucoup, Régis. Et puis, quatrièmement, c'est parce que cette vision a mis du temps à se faire. Et je le remercie pour sa grande patience et grande compréhension. Bonjour, Régis. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Merci. Ça va. Ça va très bien. Bon, d'emblée, tout de suite là, comme ça, est-ce que vous pourriez tout simplement nous présenter ce mot qui est un peu horrible et qui est galvaudé, mais en même temps, il a son sens dans ce livre, la genèse du livre, parce qu'elle est assez atypique. Donc, je vous laisse nous présenter ça. Alors, effectivement, au départ, l'idée vient d'un étudiant, parce que je suis enseignant en histoire du cinéma pour des BTS et des bachelors à Marseille. Et donc, Dorian Oliva, qui était d'ailleurs un étudiant très intéressant, m'a proposé un mémoire, parce qu'on fait des mémoires en bachelor 3, en 3e année, des petits mémoires. Donc, il a proposé un mémoire sur les Italo-Américains au cinéma, en travaillant surtout sur 3 films et une série. En l'occurrence, il y avait Rocky, si je me souviens bien, La Fièvre du samedi soir et Do the Right Thing de Spike Lee, dans lequel les Italiens sont très présents, les Italo-Américains. Et bien sûr, la série Soprano, dont il est un grand fan. Il faut savoir que Dorian, donc, il est fils de docker, fils d'immigrés siciliens et petit-fils d'immigrés siciliens. Et que j'ai trouvé son mémoire super intéressant. Et je me suis dit que ça serait bien de partager son travail. Et donc, moi, je me suis attaché à faire une première partie, donc une moitié du livre que j'ai écrite, et sur l'histoire, en fait, l'historique. Donc, c'est plutôt une approche historique de la présence des Italo-Américains au cinéma, dans le cinéma américain, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Et Dorian, donc, c'est son mémoire qui a été un peu revu et qui constitue la deuxième partie, qui est plus une approche socio-thématique, en fait. Voilà, un cinéma qui le lie à son père, qui le lie à ses racines. Et je trouvais ça très pertinent, son approche, parce qu'elle sortait des sentiers battus. En fait, c'était pas simplement les stéréotypes du mafieux qui étaient négatifs ou je ne sais quoi. Il y a vraiment une approche particulièrement riche et surprenante. Et donc voilà, c'est ça la genèse du livre. Donc d'ailleurs, je salue Dorian. C'est Dorian qui va écouter l'émission, bien sûr, et je le remercie de son travail. Et voilà. Et j'en profite aussi pour le saluer. Il y a 2 étapes dans ce livre, vous l'avez très bien dit. Il y a d'abord perspective historique, c'est vous. Je vais quand même nommer les différents chapitres. Donc, il y a l'introduction, l'immigration italienne en Amérique. Ensuite, les immigrés italiens du cinéma muet entre 1900 et 1930. On y reviendra. Les Italo-américains du cinéma classique hollywoodien 1930-1950. Nous y reviendrons aussi. L'après-guerre vers un changement avec un point d'interrogation, c'est entre 50 et 70. Le nouvel Hollywood, la consécration italo-américaine entre 70 et 80. Puis ensuite, vous questionnez les années post-80 et vous vous posez la question, est-ce que ça va vers une normalisation? Donc 80 jusqu'en 2020. Et ensuite, il y a une conclusion. Et pour la deuxième partie, c'est donc, comme vous l'avez très bien dit, une lecture sociologique de Dorian Oliva, où il pose pas mal de questions. Ce que les films de mafia nous disent des Italo-américains, mais aussi hors du milieu, le milieu, donc la mafia, existait en tant qu'Italo-américain au cinéma. Les Sopranos, réinvention de la figure du mafioso. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui, nous sommes le 6 juin, j'ai appris aujourd'hui qu'il y aurait en janvier 2025, on va retrouver les Sopranos. On va suivre
Tony quand il commence. Et je ne sais pas si vous en avez entendu. Moi, je ne savais pas. J'ai appris ça aujourd'hui. Ouais. Une sorte de préquel, ouais. Exactement. Donc, c'est une très bonne. Bon, pour moi, c'est une très bonne nouvelle en tout cas. Et puis, il y a un post-scriptum qui est fameux. Et les Italiens de France. Ça, c'est très intéressant. Je pense que nous y reviendrons aussi. Donc, pour commencer, est-ce que aujourd'hui, alors déjà, est-ce que dans sa globalité, majoritairement, est-ce que la figure de l'Italo-américain dans le cinéma américain, majoritairement, est-ce que c'était une caricature? Et si oui, est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025, les choses ont changé? En fait, c'est tout le programme du livre. La question, ça va être dur d'y répondre comme ça, mais en gros, caricature, oui, mais en même temps, c'est peut-être un peu sévère, caricature, parce qu'il y a aussi des clichés qui sont aussi positifs et qui, ma foi, plaisent aussi à certains Italo-américains, en tout cas. Donc, c'est quand même des caricatures. Alors, pour aller vite, hein, c'est le mafieux, hein, très clairement. Hein. La première caricature qui vient à l'esprit, c'est celle du mafieux, pour ce qui concerne les Italo-américains. Le fait est, c'est que au cinéma, la figure du gangster a été très vite associée à l'Italo-américain. Bien sûr, la faute à Al Capone, hein, qui n'était pas avare de publicité et qui a participé à associer la mafia, en tout cas le gangstérisme, le milieu, le syndicat, enfin il y a plusieurs termes aux Italo-américains. Et donc ça c'est le premier grand stéréotype, il y en aura d'autres, on verra, hein, le crooner, le Latin lover, le Guido, j'aime bien la figure du Guido, parce qu'en tant que Marseillais, moi je trouve que c'est assez proche de ce que je vois à Marseille. Donc c'est un peu le kéké, quoi, le Guido, on verra ça. Le prolo, bien sûr, et tout ça, la bimbo. Mais donc, c'est des caricatures, bien sûr, qui sont construites très tôt dans l'histoire du cinéma, puisque le cinéma a besoin de clichés, de caricatures et de stéréotypes pour raconter très rapidement, poser les personnages. On n'a qu'1 heure et demie, hein, c'est pas des séries. Donc voilà, et c'était quoi la question déjà? Oui, alors caricature, oui. Et est-ce que ça continue? Oui, en partie, en fait. C'est assez étonnant de voir que c'est une communauté qui est quand même très intégrée aux États-Unis, qui est arrivé assez tard, hein, dans l'histoire de l'immigration, enfin assez tard c'est relatif, mais en tout cas fin 19e, début 20e. Et malgré tout, en fait, les Italo-américains restent associés encore aujourd'hui à la mafia, alors aussi bien dans la société qu'au cinéma, c'est assez net. Et c'est peut-être la seule minorité blanche qui est autant stigmatisée quelque part, puisqu'il y a des sondages qui montrent que pour les Américains, la plupart des Italo-américains ont un lien avec la mafia, ce qui est en fait complètement faux, puisque c'est dérisoire le nombre d'Italo-américains qui ont un lien avec le milieu. Donc, je ne sais pas si je réponds, mais c'est une vaste question quand même. Vous répondez très très bien, et d'ailleurs c'était extrêmement provocateur de ma part de vous poser cette question-là, pour qu'on puisse vraiment aller dans le vif du sujet. Mais je crois, si j'ai bien lu, ou si j'ai mal lu, ou si je l'ai inventé, j'en sais rien, mais qu'il y a un moment, vous dites que beaucoup de figures, beaucoup d'Italo-américains ne contredisent pas ce cliché. C'est parce que ça permet aussi de faire des digressions qui sont peut-être plus intéressantes. Alors, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est Dorian qui m'a un peu fait réfléchir à cette question-là. On pourrait penser que ce qui fait le plus de mal à la communauté italo-américaine, c'est le cliché du gangster, donc le violent, celui qui est dans l'ombre, etc. Bon, tout le principe du parrain, on va dire. Hein. Mais c'est vrai que c'est quelque part la mafia. Alors, c'est dur de ne pas confondre la réalité sociale et le cinéma, parce qu'il y a quand même des liens. Mais c'est vrai que la mafia a aussi œuvré à la protection de la communauté italienne, qui a été très mal reçue aux États-Unis. Il faut peut-être commencer par là, en fait. Hein. On le sait très très peu. Enfin, moi, j'ai écrit ce bouquin aussi avec Dorian pour que de France, on ne se rend pas compte. Pour nous, il y a des Blancs et des Noirs aux États-Unis, et des Latinos, bon, etc. Mais parmi les Blancs, il y a aussi des minorités blanches qui ne sont pas protestants, qui ne sont pas WASP. Hein. Je vous rappelle que les WASP, c'est la caste dominante aux États-Unis. Donc WASP, ça veut dire, c'est un acronyme qui veut dire White Anglo-Saxon Protestant. Donc c'est ce qu'on appelle le Old Stock, hein, les premiers migrants qui sont essentiellement du nord de l'Europe, hein, Angleterre bien sûr, mais aussi Scandinavie, Allemagne, des Huguenots aussi français qui ont fui les persécutions des catholiques. Donc c'est ceux qui ont créé, bien sûr, avec les Anglais, les Écossais, etc., le socle en fait institutionnel, culturel des États-Unis. Et pour preuve de la domination de cette caste, on va dire, blanche anglo-saxonne protestante, sur 46 présidents, parce que Biden c'est le 46e aux États-Unis, il n'y en a eu que 2 qui n'étaient pas protestants. C'est-à-dire qu'il y a Kennedy, qui était catholique de confession, et Biden, qui est catholique aussi, parce qu'originaire comme Kennedy d'Irlande. Tous les autres ont été protestants. Même Obama est protestant. Donc, c'est dire que
il y a une domination culturelle, en tout cas, de cette catégorie, cette communauté, on va dire, sur les autres, et notamment sur ce qu'on appelle les minorités blanches, donc, qui arrivent beaucoup plus tard. Donc, il y a déjà les Irlandais qui arrivent au milieu du 19e siècle, les catholiques irlandais, parce que les protestants les avaient précédés. Et d'ailleurs, dans le cinéma, c'est intéressant de voir l'image je sais bien, c'est John Ford, que chez Raoul Walsh, Gentleman Jim, enfin, même sur les quais, par exemple, l'Irlandais, ou dans Serpico, par exemple, c'est catholique, en tout cas, c'est déjà un peu le prolo ou le petit flic, il y a quelque chose comme ça. Et cette figure-là va être remplacée par les Italos, justement. Alors, c'est intéressant parce que les Italos arrivent en masse à la fin du 19e siècle, en même temps que les Juifs, notamment, les Juifs qui fuient les pogroms en Russie et en Europe de l'Est, les Italiens qui fuient la misère du Mezzogiorno, c'est-à-dire la misère du Sud, hein, notamment la plupart viennent de Sicile. Et en fait, ils vont être très, très mal accueillis, les uns comme les autres, mais notamment les Italiens, qui vont être considérés comme pas vraiment blancs, en fait, hein, parce que basanés, parce que du sud de l'Europe. Et très clairement, le racisme anti-italien, il est assez impressionnant. Moi qui ai beaucoup travaillé sur la question noire, parce que j'ai beaucoup écrit sur le cinéma afro-américain, etc., les stéréotypes sur les noirs, j'ai retrouvé les mêmes schémas, en fait, quand on voit les revues, les coupures de presse, etc. Donc, je m'égare, je suis très bavard, mais c'est peut-être partie de ce postulat, en fait, c'est qu'au départ, les Italo-Américains ont beaucoup souffert d'une forme de racisme. On a même légiféré pour savoir si on les classait parmi les Blancs, c'est dire. Hein. Donc, c'est vrai qu'ils étaient discriminés, parfois au même titre que les Noirs, en fait. Hein. D'ailleurs, ils ont des sobriquets assez infamants, assez racistes, et notamment, on les appelle des Noirs de Guinée, enfin, il y a les Guinéas, etc. Pas mal voilà. C'est intéressant parce que nous, on ne le voit pas trop de France, je pense. On a surtout cette image de Al Pacino, de Niro. Bon, ça, c'est la troisième génération qui effectivement a écrit des belles pages de l'histoire du cinéma. Mais avant ça, il y a toute une histoire de représentation des Italiens au cinéma, des Italo-Américains, qui est très péjorative. Alors, je ne sais pas si la question, c'était laquelle déjà parce Non, que mais c'est très très bien parce que, alors ça me permet, et avec votre autorisation, page 21, c'est vraiment au tout début, je vais lire un extrait. Vous avez déjà dit des choses, mais je vais continuer. Alors c'est un peu long, mais c'est passionnant parce que vous partez donc de cette histoire-là, et puis d'un seul coup, vous vous orientez vers le cinéma. Voilà, je vais quand même le lire, c'est assez intéressant. Vous dites ceci, expliquant sans doute cela. Les Italo-Américains ne furent pas au début considérés comme vraiment blancs par la majorité WASP. Donc, en 1907, nous rappelle Sylvain Sipel, année record d'immigration avec 1,3 million d'individus, tout pays confondu. Les blancs, entre parenthèses, furent répartis en 3 groupes. Les nordiques, c'est-à-dire les anglo-saxons, scandinaves et germains considérés comme les vrais caucasiens, autrement dit donc les vrais blancs. Puis venaient les alpins ou slaves, et enfin les latins. Avant d'ajouter, en 1912, le Congrès débattit, c'est ce que vous disiez, parmi tous les Italiens en provenance du Mezzogiorno, beaucoup étaient bien trop basanés pour se voir octroyer le statut de blanc. Le débat tourna court et Napolitains, Calabrais, Siciliens restèrent blancs. Mais l'idée demeura tenace et parmi tous les blancs des États-Unis, les Italiens furent ceux qui subirent le plus de discrimination et de persécution, comme l'illustrera de façon dramatique le lynchage de 11 Siciliens à la Nouvelle-Orléans en 1891 ou l'exécution contestée des anarchistes Sacco et Vanzetti en 1927. Ainsi, comme le rappelle l'historienne Jennifer Guglielmo, les migrants italiens étaient confrontés à des masses de livres, de magazines et de journaux qui bombardaient les Américains d'images d'Italiens présentés comme des individus de race suspecte. Ils pouvaient être exclus de l'accès aux écoles, au cinéma, syndicats, confinés dans les églises, aux bancs réservés aux Noirs. Ils étaient décrits dans la presse comme les membres d'une race criminelle à la peau basanée et aux cheveux crépus. Et on les couvrait dans la rue d'épithètes tels que Métèque, pardonnez-moi c'est ce qui est écrit en tout cas, ou noir de Guinée, ce que vous disiez, une expression moqueuse appliquée aux esclaves africains et leurs descendants, ou d'insultes carrément racistes comme nègre blanc et nègre macaroni. Et vous écrivez aussi, c'est à ce préjugé que fera écho Do the Right Thing, Spike Lee en 89, quand Mookie, interprété par le réalisateur noir, expliquera à Pido, John Turturro, un Italo-américain raciste, qu'il n'est pas si blanc que cela, puisqu'il a la peau mate et les cheveux frisés. Quentin Tarantino jouera sur les mêmes préjugés en écrivant le scénario de True Romance, quand Dennis Hopper lancera en guise de barreau d'honneur au mafieux italo, joué par Christopher Walken, venu l'exécuter, que si les Siciliens avaient les cheveux et les yeux noirs, c'était parce que leurs ancêtres avaient été colonisés par des, entre parenthèses, nègres. Et c'est encore en écho à cette idée reçue qu'un flic raciste traitera Tony Vallelonga, Viggo Mortensen, de demi-nègre, lorsqu'il apprendra qu'il est italien dans Green Book de Peter Farrelly en 2018. C'était très important que je lise tout cet extrait parce que c'est pour comprendre finalement aussi d'où ça vient, tout ça. Ben oui, parce qu'en France, je pense qu'on est un peu, je dirais pas aveugle, mais même moi, j'ai compris plein de choses. Pourquoi aussi j'aimais certains films.
il faut comprendre les références que vous faites là sur True Romance ou Green Book, qui est un film quand même récent. Peut-être que le spectateur lambda en France ne voit pas le lien en fait avec cette histoire-là. Et pourtant, moi, c'est vrai que maintenant, je vois les films, je décode pas mal de choses en fait sur voilà qui est un personnage juif par exemple ou un personnage italo avec des petits signes dans l'image. Il faut savoir que pendant très longtemps dans le cinéma classique, le héros est WASP. Il n'y a pas de nuance. S'il y a des noirs, c'est bien sûr des serviteurs, des esclaves. S'il y a des Italiens, on en reparlera, mais c'est vraiment des rôles de pizzaiolo pour faire simple. Mais c'est vrai que avoir cette connaissance aussi de la société américaine, c'est très intéressant. Et par exemple, moi, mes films préférés, c'est Mean Street de Martin Scorsese. Et c'est vrai que j'avais écrit une biographie de Martin Scorsese avant ce livre-là, et il était au Festival de Cannes, et il parle en 1973, je pense, et il dit, voilà, il raconte, en fait, c'est un film très personnel, et que lui-même, en fait, a été confronté à une sorte de violence entre avoir le cul entre deux chaises, être à la fois un Américain et à la fois un Italo-Américain qui a vécu dans un ghetto, parce qu'il faut se rappeler aussi que l'Italie à l'époque, alors il y en avait plusieurs aux États-Unis, on connaît surtout l'Italie, le quartier italien de Manhattan, mais c'était un vrai ghetto en fait, c'était pas du tout comme aujourd'hui, c'était un ghetto surpeuplé, très pauvre, et Scorsese a grandi là-dedans par exemple, et c'est vrai que Mean Street, ça parle de ça en fait, c'est presque un film de banlieue. Moi, ce que j'ai compris aussi en faisant ce travail, c'est que toute la question qui se pose aujourd'hui, depuis quelques années déjà, sur la question des minorités en France, des ghettos, etc. Les Italiens sont passés par là aux États-Unis. Chaque fois, il y a une histoire qui se répète, en fait. Par exemple, ce complexe un peu qu'on trouve Scorsese parle beaucoup de ça, en fait. D'ailleurs, ses films en parlent assez souvent, indirectement. L'idée dans le quartier italien, il y avait les femmes pures, les madones, et puis les garces, quoi, les salopes, excusez-moi l'expression. Cette dualité qu'on trouve dans Ni pute ni soumise, par exemple, dans les banlieues, c'est la même chose, en fait. C'est toujours la même problématique, et c'est vrai que, d'ailleurs, on ne s'en pas que, il me semble remarquer que dans les cités, par exemple, on aimait bien les films, on aimait bien Al Pacino, on aimait bien les films de Scarface, bien sûr, parce que finalement, ça parle toujours de ces immigrés qui, en fait, se retrouvent discriminés et qui vont s'en sortir par des moyens pas toujours légaux. Et par exemple, Al Capone avait une certaine notoriété, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est un criminel, mais il était considéré comme un winner, quelqu'un qui avait, un peu comme aujourd'hui quand on écoute le rap, etc. Vous voyez, tous ces gens-là, moi je trouve ça intéressant. Alors je m'égare un petit peu, mais c'est un peu ça que dit le livre aussi, c'est aussi revoir des films comme Le Parrain, comme Raging Bull, enfin tous ces grands films, mais aussi bien sûr Rocky, mais aussi bien sûr La Fièvre du samedi soir. Il y a tellement de chefs-d'œuvre. Avec ce prisme-là, ça nous éclaire vachement sur le propos de ces films-là. C'est finalement avec du recul, le travail de Spike Lee sur Do the Right Thing, finalement cohérent, de mettre dans le même cadre, dans le même plan, les Italo-Américains, les Afro-Américains, parce que leurs histoires disent aussi des choses. Alors, Spike Lee n'a pas toujours été tendre avec les Italiens. Dans des films comme Jungle Fever, par exemple, ou Summer of Sam, on a vraiment ce qu'on appelle les guidos, en fait. Ces bofs de quartier, là, c'est Kéké, on dirait, qui porte le Marcel. Le Marcel qui s'appelle d'ailleurs le Guineati. C'est intéressant, ça vient le terme pour Marcel aux États-Unis, on parle de Guineati, qui revient justement, c'est un peu l'uniforme des bofs italiens. Donc, il n'a pas été tendre avec les Italo-Américains. Mais je dirais deux choses, c'est que d'une part, il a toujours compensé avec des personnages positifs, italo-américains. Prenons John Turturro, par exemple, dans Jungle Fever, ou d'autres personnages secondaires très, très positifs. Et puis, je crois qu'il est sensible à ça, effectivement, parce que, par exemple, quand j'en parle dans le bouquin, quand on l'accuse, Spike Lee, d'avoir dans Mo Better Blues, d'avoir peint des personnages juifs caricaturaux, d'ailleurs interprétés par John Turturro et son frère, donc on lui reproche, on l'accuse d'antisémitisme, et il répond quelque chose de très intéressant. Il dit, mais s'il y a bien des personnages qui sont jamais, une communauté qui est jamais discriminée à l'écran, en tout cas caricaturée, c'est bien les Juifs. Alors que les Italiens, il dit bien, les Italo-Américains, eux, dans n'importe quelle pub, en fait, sont toujours associés à la mafia, par exemple. Donc il connaît la problématique, effectivement, et puis il est sensible. Après, c'est vrai qu'il y a une rivalité aussi entre les Afro-Américains et Italo-Américains, mais oui, effectivement, il connaît la question, bien sûr. Et il se trouve que j'ai aussi écrit un livre sur Spike Lee, donc, qui est pour moi aussi quelque part un grand humaniste. Il y a beaucoup d'incompréhension sur son travail, me semble-t-il. Dans le cinéma muet, américain, il y a un moment, vous parlez de Rudolph Valentino, qui était une star. Aujourd'hui, on n'arrive pas à l'imaginer, mais à sa mort, il y a eu énormément de personnes qui étaient
qui était présente à sa mort. C'était une star du cinéma muet, c'était un Italo-américain. Mais est-ce que ce que représente Rudolph Valentino, finalement, ne représente pas forcément comme la représentation des Italo-américains durant la période de l'âge du cinéma muet? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cela? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir entièrement compris la question, mais ce qu'on peut dire de Valentino, c'est que très clairement, il incarne un cliché qui est celui du Latin lover. Voilà, on peut dire même qu'il invente littéralement. Alors, depuis, il y en a eu d'autres. Hein. Alors, pour les Américains, le Latin lover, c'est des séducteurs latins. Alors, ça peut être aussi bien des Tchèques arabes que des toréadors espagnols. Enfin, bon, pour eux, c'est des gens du Sud. Bon, il se trouve que je suis de Marseille, moi, je vois bien un peu ce truc-là. Parce que ce qui sous-tend tout ça aussi, c'est il y a une sorte de hiérarchie quand même qui reste inconsciemment assez présente. Ce qui a été théorisé au 19e, ce qu'on appelait le nordicisme, en fait, cette idée que quand on est grand, blanc, aux yeux bleus, ce qui étaient les Américains WASP, en fait, hein, on est un peu au-dessus, en fait, de ceux qui sont petits, bruns. Il y a un peu cette idée, il ne faut pas l'oublier, elle a existé. Et pour revenir à Valentino, effectivement, bon, déjà, il y a toujours du positif et du négatif. C'est une très grande star, effectivement, une des premières grandes stars du muet. Il était né en Italie, et donc il meurt assez jeune, hein, puisqu'il meurt en 1926 d'une septicémie, mais il va devenir une très très grande star, un mythe littéralement. Je crois même, je fais la comparaison, il y a eu plus de livres écrits sur Valentino en France hein, que sur De Niro. C'est quand même assez incroyable. Valentino, il a une carrière de quoi? De 5 ans, 10 ans, je ne sais plus. De Niro, il a eu moins de livres consacrés à sa carrière en France que Valentino. C'est pour remettre un peu les pendules à l'heure. Donc oui, c'est une très très grande star, mais c'est vrai qu'il est associé à une sorte de... Voilà, c'est le séducteur. Par exemple, semble-t-il que les spectateurs hommes avait du mal avec ce personnage parce que voilà, c'était un peu l'étranger qui venait séduire les femmes blanches, on va dire les femmes américaines. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a tout, même Travolta quelque part après, bon bien sûr Sinatra, Dean Martin, les crooners, ils viennent de cette lignée-là en fait. Ça va aussi de Roméo, Casanova, il y a aussi des racines hein, historiques et culturelles. Mais c'est vrai que quand on parle toujours de stéréotypes, parce que j'ai quand même travaillé beaucoup sur la question noire, c'est pas le fait que ça existe, ces stéréotypes. C'est pas gênant, il en faut, à la limite, mais c'est que quand c'est vraiment, il n'y a que ça, en fait. Quand il n'y a pas d'alternative à des clichés qui, au bout d'un moment, commencent à s'insinuer dans le quotidien, en fait. Et moi, j'ai interviewé à la fin du livre des universitaires, etc., italo-américains, et ils le disent, en fait. Quand je leur demande, est-ce qu'il y a encore des discriminations, ils disent oui, en fait. Parce qu'il y a toujours l'idée que quand on est politicien ou enseignant à l'université, en fait, on est là parce que... soit grâce aux quotas, parce qu'il y a eu des quotas aussi, de la discrimination positive pour les Italo-américains dans les années 70, soit parce qu'il y a la mafia. C'est vrai, par exemple, Sinatra, c'est connu, hein, le parrain en parle d'ailleurs. Hein. Sinatra a eu un Oscar, et un rôle d'ailleurs dans le film qu'il vaudra un Oscar, en tant qu'il y aura des hommes, grâce à la mafia. Donc voilà, il y a toujours cette suspicion. Donc vous voyez, c'est quand même assez dingue de voir que... Alors je suis très bavard, je passe du coq à l'âne, mais il y a tellement de choses à dire. Non, mais franchement, continue à être bavard, c'est très intéressant. Là où je voulais en venir, c'est que la place de Rudolph Valentino dans ce cinéma-là de l'époque, finalement, c'est pas représentatif de ce qu'on a pu faire subir aux personnages italo-américains dans le cinéma de cette époque. C'est une exception, Rudolph Valentino. Oui, c'est vrai que le premier film, en fait, qui met en scène, d'après ce que j'ai pu trouver, comme je l'ai vu, en plus, on le trouve hein, sur Internet, c'est The Black Hand, 1906. C'est peut-être pas le premier, mais il semblerait quand même, oui, il semblerait. Et 1906, c'est donc The Black Hand, et c'est un film sur la main noire, en fait, donc la mafia. Donc, effectivement, très tôt, en fait, alors Valentino, c'est les années 20, mais dès les années 10, l'italien est associé très vite à la criminalité. C'est-à-dire, c'est un gars qui est rustre, qui est sale, qui manie le couteau un peu facilement, en fait, voilà, qui est sanguin, qui est violent. Toutes ces idées-là, en fait, on les retrouve bien sûr dans la figure du mafioso. Hein. Mais le premier film qui met en scène un Italo-américain, c'est The Black Hand, quoi. Et c'est aussi le premier film de gangster. Hein. Et effectivement, ce qui domine à l'époque du muet, c'est à la fois le mafieux, enfin le gangster, le criminel, et à la fois l'immigré, en fait. Hein. C'est-à-dire l'immigré, ce qu'on appelle le dago. Et donc ça c'est un autre film qui est connu, qui n'est pas très connu, mais de 1915 qui s'appelle The Italian, qui est un film plutôt réussi d'ailleurs, et qui évoque le sort tragique d'un immigrant, ou d'un immigré en fait qui arrive à New York, c'est une promesse à New York, et à qui va arriver des malheurs, c'est une tragédie. Voilà, c'est un peu les deux grandes figures. En tout cas, c'est un personnage qui est misérable, pauvre et violent. C'est intéressant parce qu'on retrouve toujours les mêmes stéréotypes dans l'immigration encore aujourd'hui, c'est assez étonnant.
Dans le chapitre concernant le cinéma classique hollywoodien, c'est-à-dire à partir des années 30, le cinéma parlant, il y a pas mal de choses que vous soulevez. Il y en a une qui m'a vraiment, pour le coup, j'y ai jamais pensé, mais c'est bien réel. C'est que vous parlez de ces cinéastes italo-américains comme Frank Borzage, Vincente Minelli ou Frank Capra qui, vous dites, n'ont vraiment jamais filmé, raconté des histoires où des héros étaient italo-américains. Ça, c'est un des aspects. Il y a plusieurs choses aussi que vous développez, mais j'aurais bien voulu qu'on parle de ça. Alors, vous expliquez ensuite pour quelles raisons, mais ça m'intéresserait que vous en parliez de ça. Pour quelles raisons, à votre avis? Bon, Capra, déjà, ça vient de lui-même. En fait, Capra, il a toujours voulu être américain, plus américain que les Américains quasiment. Il a toujours dit, hein, j'ai revu des interviews assez datées où il disait, voilà, il arrivait enfant aux États-Unis, hein, en provenance d'Italie, et il aura 3 fois un Oscar quand même pour 3 films oscarisés, si je ne me trompe pas. Et donc, grand cinéaste, mais c'est vrai que lui, ça n'intéresse pas la communauté italienne. Il veut s'intégrer, il veut s'assimiler. Il a droit, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'il le dit souvent, en fait. Alors, c'est une des raisons, en tout cas, de la part de Capra. Vincente Minelli, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des témoignages sur cette question-là, mais c'est vrai aussi que ce que j'avance comme hypothèse, c'est que bon, déjà, le héros, par définition, il est WASP aux États-Unis jusqu'aux années 60, hein, même 70 en vérité. Il est blanc, il est protestant, il est de la classe moyenne, il est hétérosexuel, bien sûr, cisgenre, etc. Bon. Et donc l'Italo, en fait, c'est un peu comme toutes les autres minorités, en fait, il est à la marge. Donc c'est pour ça, j'imagine que pour eux, qui sont issus de cette communauté, mettre en scène alors, soit des personnages secondaires, soit des personnages principaux italiens, parce qu'il y en a quand même, je fais une impasse un peu, on va en parler, mais c'est bien sûr les gangsters, hein. C'est bien sûr notamment Scarface, le bien nommé, mais aussi Little Caesar qui le précède, les films des années 30. Voilà, ça les intéressait pas en fait, parce que pour eux c'est des stéréotypes. J'imagine que c'était ça la problématique, c'est qu'à la fois il n'y avait pas beaucoup d'amplitude pour mettre en scène des Italiens à Hollywood, et donc je pense qu'ils ont préféré peut-être pas le faire. Et puis ceci dit, ils faisaient des films de commande, hein, faut se skier aussi, hein. C'est quand même le studio système laisse pas beaucoup d'espace à la créativité et la subjectivité sans doute. Enfin assez peu. Enfin c'est relatif, mais est-ce que c'est les explications qui oui. C'est exactement ce que vous dites dans le bouquin, mais est-ce que, pour continuer un petit peu pour remonter le fleuve, est-ce que c'est la Seconde Guerre mondiale qui va faire qu'à un moment Hollywood aussi change de regard et qui fait que vous nommez l'après-guerre vers un changement à partir des années 50? Est-ce qu'il y a de cela? En fait, c'est un mouvement assez général, en fait, hein, très clairement. Les États-Unis ont lutté contre le fascisme, etc., contre le nazisme. Et l'idée, quand même, c'est il y a une sorte de contraste, en fait. C'est-à-dire qu'aux États-Unis même, il y a une population qui est discriminée, c'est les Nord-Américains notamment. Et c'est vrai qu'on voit apparaître dans les années 47, 48, ce qu'on appelle les social problem films, donc des films sociaux, on va appeler ça comme ça, qui vont dénoncer notamment l'antisémitisme. Je pense au mur invisible de Elia Kazan. Ou à Crossfire d'Edward Zmitrick, hein, qui dénonce pour la première fois en fait l'antisémitisme de façon aussi frontale, mais aussi la question noire par exemple, hein. Sidney Poitier débute à l'écran en 1950 dans La Porte s'ouvre de Joseph Mankiewicz, qui dénonce vraiment le racisme. Donc c'est le premier personnage noir positif, on peut dire ça, hein, vraiment, qui aura une longue carrière. Et dans ce cycle-là, des années vraiment 47-50, il y a les films pro-indiens bien sûr aussi, hein. La Flèche brisée, si je ne me trompe pas, d'Elmer Daves, 1950, je crois. Premier film pro-indien. Donc voilà, on sent qu'il y a un vent de libéralisme, de progressisme à Hollywood. Et dans ce cadre-là, en fait, c'est vrai que moi, j'ai pu noter que pas mal de films mettaient en scène des Italo-Américains avec des images plutôt positives. Alors, je pensais à Marqué par la haine, par exemple, qui est un très bon film d'ailleurs. Alors, bien sûr, il y a un bémol, c'est qu'il y a du whitewashing, hein, comme je dis, c'est pas nouveau, hein. Mais le personnage est interprété donc de Rocky Graziano, qui était quand même un Italien assez typé quand même, en tout cas bien italien, brun, etc., interprété par Paul Newman, pas Paul Newman. Si, c'est Paul Newman. C'est Paul Newman, oui, j'avais un doute là. Voilà, c'est vrai que, mais c'est vrai qu'il y a aussi un film qu'on connaît assez peu, que je n'avais pas redécouvert, que j'ai découvert, qui s'appelle Marty, qui est un film indépendant, presque jeune cinéma américain, qui va avoir comme la Palme d'Or à Cannes, qui s'en souvient, personne, et qui est interprété par Ernest Borgnine, qui est un acteur qu'on connaît plus pour Supercopter. Moi, quand j'étais jeune, bon, je suis un peu vieux. Il a fait des petits rôles à la télévision, mais finalement, dans Hors Sauvage, on l'a vu aussi, bon, des petits rôles. Mais dans ce film-là, il a un rôle principal. C'est un cinéma assez social. Et il aura un Oscar, donc c'est le premier acteur à recevoir un Oscar, premier acteur italo-américain,
recevoir un Oscar pour ce film-là. Voilà, quelques films comme ça qui sortent dans les années 50, très clairement, dans les années autour de 53, 54. Il y a vraiment une sorte de, je dirais pas italomania, mais il y a quelque chose dans l'air qui fait que, voilà, on commence à avoir comme ça, quelque chose de la Dolce Vita qui vient jusqu'aux États-Unis, en fait, qui part des Italiens, on va dire, et qui arrive. Et c'est vrai qu'il y a comme un engouement pendant quelques années avec des films intéressants. Sinatra, qui a aussi un Oscar pour Tant qu'il y aura des hommes, pour un second rôle. Mais aussi Anna Magnani, qui vient des États-Unis, d'Italie, jouer dans des films et qui est aussi nommée et qui est récompensée aux Oscars. Voilà, il y a quelque chose comme ça alors, est-ce que c'est le néo-réalisme italien? Est-ce que c'est la Dolce Vita? Voilà. Mais il y a un véritable engouement dans les années 50. Ouais. Une amélioration, en tout cas, de l'image des Italiens. C'est ça, je voulais en venir. À partir de quand exactement le cinéma américain va commencer à mettre cette communauté dans le cadre, à s'intéresser aussi à leurs problèmes, en fait, à s'intéresser comme si c'était, non, c'est pas comme si, à s'intéresser à des Américains, sans vouloir vraiment faire la séparation. En fait, c'est un peu comme toutes les autres minorités. On peut parler des Afro-Américains, par exemple. C'est le nouvel Hollywood. Hein. Très clairement, le nouvel Hollywood, ça ouvre une perspective, une ouverture. Enfin, ça ouvre une ouverture. Ça ouvre la possibilité à des acteurs issus de minorités de jouer des rôles importants, mais aussi des films qui sont des films qui vont être axés aussi sur des communautés, sur des particularismes. C'est l'époque où le cinéma aussi va un peu commencer à chercher un public qui n'est plus un public mainstream, mais aussi un public plus ciblé. Les Afro-Américains, les jeunes, par exemple, on pense à Easy Rider, au Lauréat. C'est une époque intéressante, c'est un cinéma contestataire. Et c'est un cinéma qui n'est plus dans la naïveté de l'American Way of Life, du melting pot réussi, etc., mais plutôt dans quelque chose de plus critique. Et c'est vrai que Le Parrain, on peut considérer, personnellement, je considérais plutôt le premier film de Martin Scorsese, qui sort en 68-69, qui est un peu un film d'étudiant, mais bon. Mais quelque part, Le Parrain, c'est le premier film écrit, réalisé, interprété par des Italo-Américains. Et ça, c'est une vraie nouveauté, parce que jusqu'alors, les Italo-Américains, dès qu'ils arrivaient à l'écran, ils étaient rarement interprétés, même jamais par des Italo-Américains. Plutôt par des Juifs, d'ailleurs, c'est assez étonnant. C'est vrai de Scarface, c'est vrai des films de gangsters des années 30. C'est vrai de Colombo, par exemple, aussi, qui a un personnage télévisuel important, parce que c'est un peu l'archétype de l'Italien. Toujours pareil, un peu débraillé, un peu prolo, quoi. Mais en tout cas, voilà, s'il y a vraiment un moment où Hollywood s'ouvre aux minorités, quelle qu'elle soit, mais aussi de genre, par exemple, c'est les années 70, et Le Parrain, on peut dire que c'est l'acte de naissance d'un cinéma qui sent les spaghettis, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, là, on est vraiment dans quelque chose qui est du vécu, et c'est vraiment un film presque communautaire, en fait, qui parle de ce qu'est être italo-américain aux États-Unis, à travers la figure du gangster, soit. Et puis il y a Scorsese, bien sûr, avec Mean Street, hein, qui suit juste après. Mais c'est ça, c'est que Le Parrain pourrait être une espèce de retour un peu sur ces 70 ans qui se sont écoulés et comment le cinéma américain, comme s'il faisait un état des lieux, comment dire, il fait un état des lieux, mais indirectement sur les 70 ans qu'entretiennent le cinéma américain avec les Italo-Américains. Hein. Et puis deux, il y a aussi autre chose, c'est que à un moment, il y a des générations qui arrivent et d'autres disparaissent. Et on a, en plus de réalisateurs, aussi des corps, des véritables corps, des comédiens et des comédiennes. Et ça doit changer aussi la donne. Ouais, moi, ce que vous dites, qu'on sait assez peu aussi, c'est que il y a eu, parce que vous me dites, ça fait 70 ans, c'est un regard un petit peu sur les Italiens au cinéma, ou il y a un peu de cette idée-là. Mais vraiment, le stéréotype de l'Italien, c'est le gangster. Et c'est un stéréotype qui émerge vraiment dans les années 30, avec cette inflation, des dizaines, des centaines de films de gangsters au début des années 30. Bon, c'est lié à la fois à la prohibition, à Al Capone, à tout ça, aux faits divers. Mais ce qui est intéressant, c'est que le code Hays, je rappelle que c'est un code de censure, hein, dont vont se doter les producteurs hollywoodiens pour limiter les censures locales. Donc eux-mêmes vont s'auto-censurer, auto-censurer leurs films. Et par exemple, il y a une clause qui interdit de stigmatiser une communauté, qu'elle soit religieuse ou autre. Et c'est étonnant parce que les films de gangsters s'arrêtent en 1934, on va dire, enfin en tout cas le boom des films de gangsters, on peut situer entre 30 et 34, 33. C'est parce que c'est aussi l'arrestation d'Al Capone, c'est aussi bientôt la fin de la prohibition. Mais aussi parce que le code Hays empêche de stigmatiser une communauté. Et c'est vrai que les gangsters ont été associés aux Italiens, je le disais, alors même que les enquêtes montrent qu'il y avait autant de gangsters juifs, irlandais, etc. Mais le cinéma s'est arrêté sur les gangsters italiens. Et remarquez que Le Parrain sort après la fin du code Hays. Le code Hays disparaît en 1968. Et c'est peut-être le premier film qui réactualise, en fait, finalement,
Et surtout, c'est un film tellement connu. Ben, quelque part, c'est ambigu ce film Le Parrain, parce que quelque part, il réactive ce stéréotype qui avait été finalement presque interdit. Or, c'est bien un film qui associe la communauté, ou en tout cas le gangstérisme, à une communauté qui est italo-américaine. Donc tout ça, c'est compliqué. Alors sur la question des corps, je ne sais pas si vous faites allusion à toutes ces gueules en fait du film dont beaucoup sont italo-américains et qui jusqu'alors n'avaient pas droit vraiment à avoir des rôles parce que trop typés, trop métèques, on va dire, par rapport au canon du WASP. Mais c'est vrai que c'est ça qui est savoureux dans ce film-là, quoi. C'est que c'est vraiment, voilà, Coppola a réécrit a écrit le scénario avec j'ai un trou de mémoire, bien sûr, l'auteur du Parrain. Mario Puzo. Mario Puzo, bien sûr. Et on sent qu'ils connaissent, quoi. Ils connaissent ce monde-là. C'est comme Scorsese, quand il fera Les Affranchis, bon, il a grandi à côté de ces gens-là. Et là, ça change tout, en fait. C'est-à-dire que soudain, ça dépasse même. Finalement, le film de gangster est un prétexte pour parler de la communauté italienne, de ses racines, de cette. Parce que, quoi qu'on en dise, c'est pas les mêmes sensibilités, c'est pas les mêmes. Les WASP, les protestants, c'est quelque chose. Les latins catholiques, c'est autre chose. Et culturellement, je veux dire, hein, pas génétiquement, on s'entend. Mais culturellement, c'est pas les mêmes façons. Comme on dirait un Marseillais et un gars du Nord ou de Paris, c'est pas la même culture. Et donc, ces films-là sont précieux parce que. Et c'est toute l'ambiguïté de ce cinéma, en fait. C'est que, vous le disiez tout à l'heure, c'est que moi, je me suis posé la question, et Dorian y répond aussi, c'est pourquoi les cinéastes italo-américains, quand enfin ils accèdent, en tout cas après la première génération des Capra, des Vincenti et Minnelli, mais quand on parle des Scorsese, des Coppola, des De Palma, des Cimino, on peut en citer plein, Ferrara plus tard, et même quelque part notre ami Quentin Tarantino, comment ces cinéastes en fait italiens, pourquoi est-ce qu'ils reproduisent ces clichés de l'italien mafieux? Et ça, c'était une question qui était presque au cœur du livre en fait. Et il y a une explication, je vous encourage à lire le livre. Mais bon, pour le dire quand même, c'est vrai que le mafieux, c'est un peu l'hyper-italien. C'est lui qui comment dire, qui transmet un peu la culture du paysano, enfin de l'italien, du village. Il y a cette idée en fait de filiation. Je le disais aussi, et il y a quelques auteurs qui parlent de ça, c'est très intéressant de voir comment aussi la mafia a pu aussi protéger la communauté du racisme. Par exemple, j'aime bien cette théorie, elle me plaît beaucoup, mais la prohibition, par exemple, c'était finalement une volonté des WASP de bannir l'alcool, en fait, des cultures, notamment des cultures exogènes, j'ai envie de dire. Parce que les Italiens, parce que voilà, des populations qui étaient plus portées sur l'alcool peut-être que les puritains WASP. Et c'est intéressant de voir que finalement, l'action de la mafia, notamment à travers la prohibition, ça a été aussi une manière en fait, de protéger cette culture de l'alcool. Je trouve ça assez intéressant. Rien n'est simple, en fait, tout est assez complexe. Mais la figure du gangster, on parlait du Parrain, on peut parler des Affranchis et de beaucoup d'autres films, c'est à la fois, ça ne fait que rajouter à ce cliché, et à la fois, ça dit tellement d'autres choses. Et c'est ce que j'ai eu la chance d'interroger, par exemple, Charles Palminteri, qui a écrit et qui joue dans Il était une fois le Bronx, de Robert De Niro. Et c'est ce qu'il dit, en fait, quelque part. Et les Italos en ont conscience aussi. Quelque part, la mafia a eu un rôle aussi de protection de la communauté. Voilà. Alors, on va se permettre une parenthèse concernant la deuxième partie, la lecture sociologique de Dorian Oliva, et de rebondir sur le fait que le titre, c'est de Scarface au Soprano. Donc, Dorian, lui, se pose la question de la réinvention de la figure du mafioso avec les Sopranos. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cela aussi? C'est-à-dire comment la série, est-ce qu'elle perpétue ou est-ce qu'elle se permet autre chose? Alors Dorian en parlerait tellement mieux, surtout que moi je connais pas très bien la série pour tout vous dire. J'ai vu les premiers épisodes, mais je suis pas un fan de série en général, je suis plutôt un fan de cinéma. Donc j'aurais du mal à en parler aussi bien que lui, mais globalement, ce qu'il dit quand même, c'est que la figure du mafioso a été un peu neutralisée. Alors c'est marrant parce que les Sopranos sort en même temps qu'un film qui s'appelle bien sûr Mafia Blues. C'est intéressant, c'est le même scénario. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas, mais en tout cas, le film sort en même temps que la série. Et il y a l'idée que le mafioso ne fait plus peur, en fait. Il est un peu impuissant, on va dire, en tout cas. Alors, il y a aussi toute une tradition aussi de parodie de films de gangsters qui est dans les années 80. C'est assez impressionnant. Mais qu'est-ce que ça dit? Encore une fois, ça dit que ce que je viens de dire aussi, c'est que cette série a eu beaucoup de succès, notamment auprès de la communauté italienne, parce que voilà, ça parle à travers ce prisme de la mafia, de tout ce qu'est aussi, c'est quoi être italo-américain.
moi, c'est une question que je trouve vraiment intéressante parce que, surtout dans ce 21e siècle, j'ai posé la question à quelques interlocuteurs, universitaires ou acteurs. C'est quoi être italo-américain aujourd'hui? Ils sont intégrés finalement. Est-ce qu'il existe un cinéma italo-américain? C'est quoi être italo-américain? Enfin, c'est des questions moi, qui me fascinent. Hein, l'identité, voilà, comment, et aussi les stéréotypes qui vont de pair avec ça, le communautarisme, enfin ces questions-là. Et je pense que les Sopranos parlent très bien de ça. Mais encore une fois, il faudrait que Dorian vous réponde parce que lui, il est vraiment, il a grandi. Enfin, il a grandi. Il était quand même assez, il était déjà adolescent quand la série est sortie. Il a vu ça avec son père en fait. Il a partagé. C'est marrant parce que Martin Scorsese aussi a partagé finalement la relation qu'il a avec son père, c'est à travers les films, notamment les films de John Wayne. Scorsese parlait peu avec son père, mais par contre, ils avaient un moment privilégié, vous allez au cinéma. Et Dorian, ce qui m'a plu, c'est ça aussi, c'est que bon, moi, je suis pas italo, hein, j'ai des origines méditerranéennes assez diverses et variées, mais je n'ai pas cette chance, parce que c'est vrai que très jeune, j'ai été fasciné par les De Niro, les Al Pacino. Mais bon, je suis marseillais, je suis méditerranéen, mais c'est vrai que lui, il a ce truc, il le dit, hein, qu'en fait, alors c'est vrai du Parrain, il a presque appris à parler sicilien à travers le Parrain. Mais il vient vraiment d'un milieu voilà, sicilien et les Sopranos, c'était vraiment le moment pour lui où il partageait ça avec son père. Voilà, je trouve ça assez beau, moi ça m'a beaucoup touché. Comme quoi le cinéma, c'est aussi ça en fait. C'est aussi apprendre à se connaître et à connaître les autres, bien sûr, et à partager. Alors, avant de vous poser la dernière question, je rappelle quand même, hein, les Italo-Américains à l'écran de Scarface au Soprano, c'est édité chez Leitmotiv. Coécrit par Régis Dubois et Dorian Oliva. Et dans le descriptif de cette vidéo, il y a le lien qui renvoie à la page dédiée du livre sur le site des Leitmotiv. Alors, on n'a pas pu dire tout ce qu'il y avait dans le livre, c'était, voilà, on le sait. Mais une dernière question, très simple. Je vais reprendre juste un mot que vous utilisez pour la dernière partie de la première, enfin la dernière sous-partie de la première partie, c'est les années post-80. Est-ce qu'on va vers une normalisation? Donc la question c'est, est-ce qu'on est vraiment allé vers une normalisation? Il y a toujours des films de gangsters. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de changements au cinéma, en tout cas. Alors, il y a quand même des exceptions. Hein. Je parle de films, il ne m'en vient pas comme ça de suite, mais il y a des films quand même qui sont plus dans la nuance. Mais globalement, quand même, le cinéma continue à fonctionner quand même sur des schèmes, sur des, j'ai pas envie de dire clichés parce que c'est un peu trop simple de dire ça, mais c'est vrai qu'on reste, c'est la suite du spectacle, c'est comme ça en fait, on a besoin de se repérer dans ce monde-là et on associe finalement des communautés, des patronymes. Donc, qu'est-ce que je dis là? Je me souviens plus ce que je dis en troisième partie. Les années post-80, ben, je dis qu'il y a beaucoup de parodies de films de gangsters, que ça reste quand même un sujet encore, ça reste encore très présent. Et puis que finalement, il n'y a pas trop de changements. Je crois que je parle des films un peu récents. Il y a eu Capone récemment, par exemple. Capone, je ne sais pas combien d'autres films sur Capone. Je parle de Green Book, où finalement, on a un personnage qui est un dur, en fait. Hein, on est vraiment dans... Je parle du garde du corps, bien sûr. Hein, dans cette image du Guido, en fait. Le séducteur, gominé... bagarreur. Sinatra, c'est l'archétype de l'italien, Sinatra, par exemple. Hein. Il est séducteur, il a toutes les femmes d'Hollywood, hein, on ne va pas les citer, parce que il est toujours sapé, voilà, comme il faut. Il est buveur, il est colérique, il est associé à la mafia. Et finalement, on a un peu tout ça. L'autre exemple que je donnais, c'était Star is Born, par exemple. Avec Lady Gaga, on est encore... Alors, c'est ça que je dis aussi en conclusion, peut-être, je me souviens maintenant. C'est vrai que il me semble que, et c'est un peu la même chose pour les Afro-Américains, les Italos sont associés à quelque chose qui relève un peu, et qu'on associe beaucoup aussi aux femmes, par exemple. C'est, je ne sais pas l'hystérie, mais ce côté en fait très sensible. On est beaucoup dans la sensibilité, dans la violence, etc. Et avec l'idée que le dominant serait plutôt dans l'esprit, lui, la maîtrise, la sobriété. Ça, il faut lire Bourdieu. Hein. Bourdieu le dit très bien sur les classes dominantes qui sont plutôt dans la frugalité, quelque chose de très retenu, et que les cagoles, par exemple, prenons l'expression marseillaise, les kékés, les prolos, les bofs, ils sont toujours dans l'excès. Et je prends l'exemple effectivement de Green Book et de Star is Born, qui sont un peu les derniers grands succès sur des personnages italos. Et je trouve qu'on est un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, les Italos sont associés, un peu comme les Afro-Américains, au corps, au divertissement. Regardez bien, tous les gens qu'on connaît, en fait, Italo, c'est des crooners, c'est des boxeurs. Éventuellement des flics aussi, on peut avoir ça. Mais il y a quelque chose qui relève beaucoup du corps, en fait. Et j'avais remarqué ça chez les Afro-Américains, en fait. Toute l'imagerie des Noirs, en fait, et en France aussi, d'ailleurs, hein, on ne va pas aborder là-dessus, mais c'est vrai que le noir est associé au corps. C'est le sportif, c'est le chanteur,
Voilà, c'est le danseur. Et le blanc, lui, par contre, c'est les fonctions qui relèvent de l'esprit, en fait. Hein. Moi, j'aime bien revenir à ces points cardinaux. C'est vrai que dans notre culture judéo-chrétienne, le corps est séparé en deux. Ce qui est en bas, c'est plutôt impur, et ce qui est en haut, c'est plutôt spirituel, etc., noble. Et il me semble qu'il y a une partition comme ça, peut-être dans beaucoup de sociétés. Et les Italos remplissent cette fonction, en fait. Encore une fois, citez-moi des Italos connus où il n'y aura pas beaucoup d'hommes politiques, à mon avis. Il n'y aura pas beaucoup d'intellectuels. Je pense que personne ne pourra en citer un, italo-américain. Éventuellement un maire de New York, par exemple, mais c'est tout. En revanche, des gangsters, des musiciens, des acteurs, voilà, on est dans le divertissement. Et c'est vrai que c'est des rôles qui sont réservés un peu à l'altérité, en fait, sachant que le dominant se réserve, lui, le contrôle de la finance, de l'intelligence, etc. Alors, je trouve que ça se repère assez bien, et jusqu'à aujourd'hui, et pour répondre à d'autres questions, effectivement, ça évolue pas tant que ça, finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous en pensez quoi C'est ce qui est très problématique. Écoutez, ça peut aller même encore beaucoup plus loin. Quand vous parliez du corps des Afro-Américains et que vous parliez du corps, j'ai même envie de dire, n'allons pas trop aux États-Unis, restons en France. Vous trouverez ça aussi, et pas qu'au cinéma. Il se trouve que j'ai écrit quand même Les Noirs dans le cinéma français, et j'avais repéré ça en France. En France, c'est même pire, j'ai envie de dire, mais bon, restons sur un sujet américain. Ouais. Mais quand même, je sais que vous voulez en parler, peut-être qu'on n'a pas le temps, mais c'est vrai que Dorian consacre une sorte de post-scriptum aux Italiens de France et au cinéma. Et c'est intéressant. Et je trouvais, alors c'est un peu virulent, mais on sent que c'est vécu. Et c'était intéressant aussi de voir que, moi je m'intéresse à toutes ces questions d'altérité, et notamment la question noire sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais finalement, c'est aussi vrai pour des immigrés italiens qui, quelque part, ont dû s'assimiler bon, après, on faut faire une autre émission sur ça, sur l'idéologie française, la laïcité, l'esprit républicain, la citoyenneté, etc. Mais c'est vrai qu'en France, on peut juste être français et pas autre chose. Il y a un peu cette idée-là, qui est très belle dans l'absolu, parce qu'on est censé tous être français et rien d'autre. Mais c'est une problématique qu'on repère pour la question des Noirs, mais voilà, je trouve que Dorian, en fait, il en parle de façon très intelligente, me semble-t-il. Après, c'est vrai que c'est un peu pamphlétaire. Hein. Oui, non, mais ça, en même temps, c'est ce qui crée un rythme aussi dans le livre. Et c'est très intéressant. Les Italo-Américains à l'écran, de Scarface au Soprano, c'est édité chez Leitmotiv, nos amis de Leitmotiv. Merci beaucoup, Jean-François Jeunet. Et puis, et qui est coécrit, plus important, par Régis Dubois et Dorian Oliva. Régis était là pour nous en parler. Merci beaucoup, merci énormément. Et puis à très vite, comme on dit. Merci à vous. Merci à vous aussi. À bientôt. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.